Quand on parle du Waterloo Ducks, on a un nom, c'est Max Leus, le capitaine de l'équipe. Et on sait que derrière Max se cache le papa. Et le papa, il est avec nous aujourd'hui. Il vient de loin. René, c'est loin. Hein. René, c'est loin, ça remonte à les années 60, 70. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc en 1964, donc je ne cache pas mon âge. Et j'ai joué à René en équipe première en 3e division nationale pendant un certain nombre d'années, jusqu'à l'âge de 23-24 ans je pense. Et à René aussi, très tôt, je me suis impliqué dans la gestion du club en tant que dirigeant, puisque quand j'étais à l'université, j'étais également en même temps secrétaire du club de hockey de René. Donc très tôt m'est venu ce goût de la gestion d'un club. Et tu étais à l'université J'étais à l'université à l'ULB à Bruxelles, et donc voilà, je faisais la qui fait que tu es revenu plutôt dans la capitale ou Non, il se fait qu'après l'université, j'ai trouvé mon premier boulot sur Bruxelles. Et puis voilà, et d'ailleurs après avoir trouvé ce premier boulot à Bruxelles, j'ai quitté René pour aller jouer à l'Ombrage, où j'ai joué pendant 3 saisons avec Michel Goldberg qui était le coach à l'époque, je ne sais pas si tu as connu. Ah oui, Goldie. Oui, absolument, et j'ai joué aussi avec, comment il s'appelait, le petit Curtis, Daniel Curtis, qui avait fait la gloire de la rasante. On avait une bonne équipe qui se défendait bien en division 3 nationale, et qui a d'ailleurs frôlé la montée en division 2 une année, et on a été coiffé sur le poteau par la Gantoise, je me rappelle fort bien. C'était encore au Parc Parmentier, sur gazon? C'était le Parc Parmentier. Non, moi j'ai joué là au tout début du premier Astro, un des premiers Astro en Belgique d'ailleurs. C'était un des tout premiers Astro, donc j'ai joué à l'Ombrage sur l'Astro, absolument. On jouait les tournois sur le gazon du Parc Parmentier d'ailleurs. Et c'est sur ce gazon du Parc Parmentier, à l'occasion d'un tournoi, que l'équipe de Waterloo était venue participer à ce tournoi, et que Richard de Cock faisait partie à l'époque du club de Waterloo, m'a demandé de les rejoindre pour renforcer leur équipe qui était un petit peu en difficulté à l'époque. C'est ça, toujours en première. Enfin, en première équipe toujours, mais en division 3 toujours. J'ai toujours été ce que j'appelle un bon joueur moyen. Oui, mais on peut s'amuser à ce niveau-là. Tout à fait. Et je pense que si Max est devenu un grand joueur, il a certainement dû puiser dans les valeurs gazon que tu as développées. Je pense que oui. C'est-à-dire que quand j'ai joué moi-même en première et que Max avait 3 ans, il était déjà sur le bord du terrain, avec son petit stick en train de manier la balle. Je me disais déjà à ce moment-là qu'il y avait un certain potentiel. Ça, c'est sûr et certain. J'arrive à Waterloo en 84. Et bon, avant de parler de la fusion, il faut peut-être parler 2 secondes de Waterloo, du club de Waterloo à l'époque. Le club se situe à l'époque là-bas de l'autre côté de l'Arche. Il occupe ce vieux chalet qui est d'ailleurs toujours là, ce bungalow. Et le terrain est devenu maintenant une magnifique prairie. Tu peux nous le montrer, Jean-Jacques. Voilà, on se trouve ici au fameux Y, où se trouve le Waterloo de 1984, où tu as fait tes premières armes Brabançonne. Ah ben tout à fait, quand j'arrive en 1984, je découvre un clubhouse qui se trouve d'ailleurs toujours là, quasiment dans son état d'origine, et un terrain qui se trouve là, et qui aujourd'hui est devenu une superbe prairie où évoluent de magnifiques pur sang. Et en effet, c'est ici que le club a évolué pendant de nombreuses années, avant, je dirais, d'être, le mot est peut-être mal choisi, mais oui, expulsé de cette terre. Et ce qui nous a amené à chercher un refuge qu'on a trouvé finalement pas trop loin, puisque il se trouve de l'autre côté de l'Arche, là, à 500 mètres plus loin. Mais donc ici, on se trouve vraiment, voilà, le Waterloo était ici, voilà. Voilà, donc les pur sang à 4 pattes, là, ont pris la place des pur sang à 2 pattes qui ont été un petit peu plus loin. Voilà, mais qui sont vraiment devenus des pur sang, je dirais, avec effectivement des performances tout à fait exceptionnelles. Fameuse écurie, hein. Ah oui, grand parcours. Oui, mais des écuries de canards. Absolument. Voilà. En 84, à l'époque, j'avais 30 ans, Maxime en avait 4, voilà, très facile à retenir. Le club de Waterloo, qui avait connu une belle histoire, en division 2 d'ailleurs, se trouve en situation un peu plus difficile à différents niveaux. D'une part, le club était descendu en division 3, avait d'ailleurs du mal à se maintenir en division 3. Et puis, il y avait une épée de Damoclès qui leur pendait aussi au-dessus de la tête. C'était le fait qu'il y avait la potentialité d'être, je dirais, évacués de leur propriété.
Et ce qui s'est d'ailleurs passé en 1986. En Ah, 1986, nous devons quitter le domaine qui est là. Et nous déménageons pas très loin, 300 mètres plus loin, dans ce domaine qui est celui-ci qu'on connaît aujourd'hui, qui à l'époque appartenait à l'État. ah oui. Pas à la commune de Waterloo, à l'État. Et il y avait que des prairies. Ah, il y avait des ou- prairies, il y avait Ouais. il y avait des, comment dirais-je, des talus qu'on allait remplir de baignoires, des tonnes de différents en dessous du terrain. Là-bas, c'est extraordinaire ce qui s'y trouve. Et donc là, à ce moment-là, en 86, dans un premier temps, on loue le domaine. On a un bail de 5 ans, je pense, 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et ça nous met quand même dans une situation un peu précaire. Ah oui. Jean-Paul Sommers, à l'époque, qui était président du Waterloo, et moi-même, vice-président, nous nous rendons à cette vente aux enchères. Et nous avions, je dirais, dans notre poche, un budget un maximum de 4 millions de francs lourds anciens, Oui. 100 000 euros aujourd'hui. Et nous nous retrouvons devant un commissaire-priseur qui organise la vente. Et malheureusement également un investisseur immobilier. Nous commençons les enchères, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. On ne peut plus suivre, nous. Et l'investisseur immobilier veut suivre. Et à ce moment-là, on a la chance de se trouver en face d'un commissaire-priseur qui était lui-même un monsieur fortement impliqué dans le sport, je dirais, de loisirs, dans la province de Namur. Il s'occupait d'un club de football. Et donc, ça lui faisait mal de savoir qu'un petit club comme le nôtre aurait pu disparaître parce que, faute d'installation. Et à ce moment-là, il a lui-même moralisé l'investisseur en lui faisant comprendre que, si il voulait acheter ce domaine, il ne pourrait pas construire avant de nombreuses années, puisque c'était classé à l'époque zone de récréation, et que d'autre part, il allait priver une bonne centaine de jeunes de leur sport favori. Et chose incroyable, l'investisseur s'est retiré, et nous avons emporté le domaine pour 4 millions de francs belges à l'époque. C'est ça. C'est extraordinaire. Donc les 4 hectares Appartenaient à Waterloo ouais, avant la fusion, appartiennent à Waterloo Ah, encore, ouais, c'est ça. avant la fusion. Puis 2 ans plus tard, 88 je pense, oui, Jean-Paul Sommers un soir me téléphone en me disant le Dux veut nous parler, René Mertens, René Mertens, je ne connaissais pas personnellement Ouais. René. Et donc on se rencontre un soir du mois de mai je pense, un peu avant la fin de la saison, et René nous explique qu'ils vont être chassés du 51. Et nous, on explique que de notre côté, ben, on a un domaine, mais qu'on n'a plus d'équipe, qu'au niveau sportif, on n'est plus nulle part. Et puis, à la fin de la soirée, on se met d'accord sur un projet de fusion. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis après, je sais que du côté du Waterloo, c'était très facile. La fusion a été entérinée très rapidement. Ouais. C'était plus difficile du côté du DUC, je me rappelle. L'Assemblée générale, quand même, assez compliquée. Une partie était pour, une partie contre. Mais finalement, la fusion s'est bien opérée.